Donc, notre premier panel est titré ainsi « Valoriser le passé et bâtir l'avenir ». On va parler de patrimoine industriel et d'acceptabilité sociale. On a un panel tout féminin pour démarrer un peu ce volet. Donc, je vous les présente. Juste à côté de moi, on a Marie-Chantal Croft. Marie-Chantal a cofondé la firme Croft Pelletier Architecte avec Éric Pelletier en 1995. Croft Pelletier Architecte a remporté plusieurs concours d'architecture ainsi que plusieurs prix et nominations. Parmi leurs réalisations, et il y en avait beaucoup, j'ai dû couper, encore une fois, je suis la personne qui coupe dans les biographies, je tiens à dire que les feuilles de route des gens qui viennent présenter cette semaine sont assez longues et impressionnantes. Donc, parmi leurs réalisations, la Grande Bibliothèque du Québec à Montréal et aussi le Théâtre Diamant à Québec. Oh non, c'est pas la même firme, mais c'est Marie-Chantal, en tout cas. C'est parce que moi qui est de Québec, en passant, le Diamant à Québec, c'est comme extraordinaire, je ne peux pas m'empêcher de vous en parler. Aussi, la ferme de Baie-Saint-Paul, qui est aussi une réalisation notable. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont allés à la ferme à Baie-Saint-Paul? C'est assez extraordinaire, là, quand même, il faut se le dire. Bon. C'était l'autre firme. Je ne suis pas le plan. Je suis complètement déstructurée présentement. C'est la firme Co-Architecture. Okay, pour être bien clair. Donc, elle a rejoint l'équipe d'Éco-Bâtiment. C'est une OBNL dont la mission est de minimiser l'impact climatique du secteur de la construction afin de contribuer à des changements de société et de pratiques par le biais du travail d'architecte. Elle est aussi récipiendaire de la médaille de l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous. Juste à côté, Yona Gebrac, elle est professeure au département d'études urbaines et touristiques à l'UQAM. Ses travaux portent sur les déclinaisons de la résilience urbaine et des communautés, que ce soit dans le contexte des changements climatiques, des transformations des milieux de vie ou des catastrophes au Québec ou ailleurs dans le monde d'ailleurs. Elle travaille notamment sur la résilience des territoires miniers et elle est membre, entre autres, du RISC et de l'ONA. Qu'est-ce que c'est, ça, le RISC et l'ONA? Le RISC, c'est le Réseau d'inondation intersectoriel du Québec. Donc, et l'ONA? Et l'ONA, c'est l'Observatoire national de l'amiante. Ah, voilà. Tout le monde devait savoir ça ici, là, sauf moi. Et je termine avec Julie Allard. Elle est historienne et consultante en patrimoine depuis plus de 15 ans. Elle réalise des mandats liés à la connaissance, la gestion et la mise en valeur du patrimoine dans diverses régions du Québec. En 2019, elle a cofondé l'Usine à Histoire, une OBNL réunissant des professionnels de domaines variés et offre une approche globale du patrimoine culturel. En collaboration avec son équipe, elle a mené à bien plusieurs mandats en lien avec le patrimoine industriel, notamment pour le compte d'Hydro-Québec et d'Exo. Exo, Société de transport dans les couronnes de Montréal, si je ne m'abuse. Bienvenue, mesdames. Merci. Merci. Donc, on va commencer par le commencement. Je pense qu'on a des définitions qu'on va mettre à l'écran. Est-ce qu'on a ça? On va parler évidemment de patrimoine industriel, d'acceptabilité sociale. Commençons avec la question du patrimoine industriel, si vous le voulez bien. Tour de table, en une phrase, 2 phrases, 3 phrases maximum. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le patrimoine industriel? Julie, d'abord. Bien, déjà, on a un ensemble de biens matériels et immatériels. Si on veut être un petit peu plus concret, peut-être ajouter, les spécifier. Là, il y a des bâtiments, c'est la première chose souvent à laquelle on pense. Les paysages. Mais moi, j'aime bien insister aussi sur tout l'immatériel, donc savoir-faire, les traditions, les expressions orales qui sont attachées, qui humanisent, qui font partie de ce patrimoine industriel-là. Les archives aussi. On en a vu plein quand on a fait l'inventaire des bâtiments, d'ailleurs, sur les sites à Thetford Mines. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui constitue le patrimoine industriel. J'ajouterais que c'est un vecteur d'appartenance, là. Ça a une qualité identitaire pour les communautés. Puis c'est un vecteur de valorisation économique, touristique. C'est quelque chose qui peut être mis en valeur puis qui devient une ressource, en fait. C'est à la base une ressource, mais ça peut servir à propulser des communautés vers l'avenir. Je rajouterais aussi que c'est une transmission. C'est avant tout un legs de quelque chose qu'un groupe, que plusieurs groupes choisissent aussi de mettre en valeur, de protéger, peu importe les formules qu'on va choisir, pour transmettre également
aux actuelles personnes d'une communauté, mais aussi aux futures personnes. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est un ensemble de regards, parce que le patrimoine d'une époque n'est pas nécessairement le même patrimoine d'une autre époque. Et que donc, parfois, ce patrimoine-là, il est... alors, je parle des catastrophes, mais c'est ce qui reste, finalement. Et dans d'autres cas, ça peut être des choix qu'on va faire à une époque donnée qui ne sera pas nécessairement le choix qu'on aura fait plus tard, par exemple. Donc, c'est aussi un choix qui est fait. Et quand on parle du patrimoine industriel, plus spécifiquement dans la région de Thetford Mine, c'est aussi l'idée d'un territoire minier. Pas uniquement un objet ou des traditions, parce que ça en fait partie aussi, mais c'est l'idée d'un ensemble qui est attaché aussi à un territoire, donc un territoire patrimonial qui s'inscrit dans cette transmission-là. On va approfondir ça au fur et à mesure de la discussion. Marie-Chantal, de votre côté? Et en complément, puis je suis contente de voir que vous avez une vision assez élargie, tu sais, du patrimoine, parce que souvent, on se limite à ce qui est dans le répertoire, par exemple. Nous, chez Écobâtiment, ce qu'on essaye de faire, c'est de encore plus élargir, puis on parle plutôt de bâtiments existants. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est beaucoup la notion d'attachement qui est très relative puis qui peut être complètement détachée, en fait, de la valeur dite patrimoniale. Si on pense juste, par exemple, au patrimoine moderne qui n'est pas encore beaucoup inventorié au Québec, ou si on pense des fois à une église qui n'a aucune valeur, mais dans un village au Québec, bien, cette église-là, c'est certain qu'elle a une valeur pour la communauté. Donc, c'est pour ça qu'on a élargi ça, puis aussi pour leur valeur environnementale, chose dont on va parler un petit peu plus tard. On va approfondir cet élément-là aussi. Donc, c'est un beau tour de piste. Yana, vous êtes une experte en résilience des communautés. On est à Thetford. D'ailleurs, j'arrête pas de dire Thetford, et je sais qu'il faut dire Thetford. Je vais essayer de me corriger pour la suite. Vous voyez que je ne viens pas du coin quand je me dénonce comme ça. Comment le patrimoine industriel peut jouer un rôle non seulement dans la survie, mais aussi dans l'épanouissement d'une communauté. Parce qu'on ne veut pas juste survivre, hein? On veut se développer, puis on veut être heureux, avec un passé minier comme on retrouve ici. Ouais. Alors d'abord, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre ce que j'entends par résilience, parce que c'est un mot qui est tellement utilisé à toutes les sauces qu'on a un peu tendance à se dire tout est résilient, et finalement, qu'est-ce qui n'est pas résilient, finalement? L'idée de la résilience d'une communauté, c'est la capacité, finalement, de cette communauté à s'adapter, à s'ajuster, à réagir aussi à des événements qui vont perturber, en fait, soit de façon longitudinale dans le temps. Par exemple, il y a un stress. Le stress, par exemple, de la fermeture de mines, par exemple, c'est un exemple dans le temps long qui va apporter des transformations sur quelques mois, quelques années, puis on a parfois des chocs. Donc, voilà. Encore une fois, je rapporte à mon expérience, mais les tremblements de terre, par exemple, qui peuvent d'un coup déterminer que, voilà, faut complètement tout changer. Et donc, quand on va parler de la résilience et du patrimoine dans ce processus de résilience, c'est de se dire le patrimoine est un rattachement à notre milieu de vie. Et j'ajoute la notion de milieu de vie comme étant pas uniquement nos bâtiments, du coup j'élargis encore, pas que le paysage, mais finalement là où l'on vit. Et comment, en fait, ce patrimoine industriel, parce qu'on est sur un territoire minier, contribue à cette identité du lieu. Donc, comment est-ce que la communauté, à travers ce qu'elle a, à travers ce qu'elle vit, ce qu'elle a vécu, et comment elle s'adapte, s'ajuste, se transforme, accepte ou non, parce que la contestation fait aussi partie de la résilience, finalement, de ces transformations, de ces transitions. Toute communauté vit des transitions. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on vit cette transition-là qu'il faut comprendre. Merci. Le patrimoine industriel, est-ce qu'il est, à votre avis, suffisamment valorisé? Parce qu'on a l'impression, des fois, que ça peut être peut-être un peu le mal-aimé du patrimoine, ou même que les gens ne considèrent pas, en fait, que ce soit du patrimoine. On pense à patrimoine, on pense à une église, à des bâtiments institutionnels, peut-être liés plus aux élites. Mais le patrimoine industriel, lui, est-ce qu'il est suffisamment valorisé? Bien, moi, je dirais que non. C'est sûr qu'on réfère, comme tu disais, c'est moins prestigieux, entre guillemets. Je pense qu'on réfère plus à un patrimoine un peu du quotidien, tu sais, où est-ce que c'est des travailleurs, puis en même temps, d'une certaine façon, tu sais, il y a beaucoup plus
d'usagers dans un bâtiment industriel qui ont connu ce bâtiment-là qu'une église où tu vas animer ça une fois par semaine, tu sais, par exemple. Mais on le voit dans les statistiques, tu sais, par exemple, la vacance, là, parce que c'est ça aussi qu'il faut regarder, mais à Montréal, il y a 35 millions de mètres carrés vacants de bâtiments industriels. C'est énorme. Puis on parle juste de Montréal. Fait qu'imaginez à l'échelle du territoire de la Ville de Québec, tu sais, je veux dire, de la province de Québec, c'est énorme. Comment on peut faire pour valoriser davantage ce patrimoine-là qui reflète un peu l'histoire plus ouvrière, moins l'histoire des élites? Comment on fait ça? Je me lance, j'hésitais, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui allait répondre. Parmi les choses que je vois, moi, je pense au patrimoine industriel comme un espace de dialogue ou pas un moteur, mais un sujet qui permet de mettre en relation des acteurs, de les faire dialoguer, de créer un espace de dialogue citoyen. Puis on peut aussi se situer avec le patrimoine industriel dans la pensée agissante, là. C'est des sites souvent qui visaient la transformation, qui étaient voués à être transformés, à évoluer. On se situe déjà là-dedans, je trouve, avec le patrimoine industriel, puis ça porte déjà vers l'action. Après, comment on le valorise? Je pense que les sites industriels qui ont été patrimonialisés ou qui sont mis en valeur, c'est parmi ceux qui attirent le plus les visiteurs, là, qui sont très attractifs, là. Puis, je pense que c'est vrai d'une certaine manière de plein de patrimoine, mais le patrimoine industriel porte la possibilité de parler à toutes sortes de gens. On peut avoir des expériences plus intellectuelles. On apprend des choses. Ça plaît aux gens qui aiment les machines, comprendre les fonctionnements, l'évolution de la technologie, tout ça. On peut avoir des expériences plus émotionnelles ou empathiques parce que, justement, on va connecter avec des histoires qui sont beaucoup plus larges que la machine, là. Il y a aussi les sociétés qui ont donné vie. Puis au-delà du site de travail, on le voit à Thetford, là, les quartiers, le milieu de vie, la ville qui s'est construite en relation avec cette industrie-là. Il y a une dimension contemplative aussi. Les paysages sont saisissants quand même ici, là, surtout pour les gens qui viennent de l'extérieur. Là, il y a un caractère saisissant qui porte à la réflexion. Fait que tout ça, c'est ça nous met dans toutes ces possibilités d'expérience-là. Puis ça, c'est quelque chose c'est un potentiel. En fait, le patrimoine a ce potentiel-là. Après, il faut le révéler, si on veut, là, mais c'est peut-être une manière de davantage le valoriser. Bien, aussi, moi, je pense que tout patrimoine, ça passe beaucoup par la nouvelle vocation, puis il faut essayer que ça devienne des vocations qui sont vivantes, là, et démuséifier un peu le patrimoine. Puis, en tout cas, pour avoir travaillé beaucoup dans les 3 dernières années sur le patrimoine religieux, je pense que, à mon avis, à mon humble avis, je pense que c'est peut-être plus facile de convertir des bâtiments industriels que des bâtiments religieux. Par exemple, des églises qui ont une typologie qui est quand même assez difficile à transformer, alors que les bâtiments industriels, ils ont des trames quand même assez régulières, des grandes portées, beaucoup de fenestration, tout ça, des grands espaces. J'ai envie de vous demander, ce matin, vous avez fait la visite. Est-ce que c'était la première fois que vous la faisiez, pas Yona? Yona, vous étiez déjà venue? Oui, je suis déjà venue quelques fois, mais en hiver, donc... OK, donc il y avait un peu un décor nouveau. J'ai envie de vous demander un peu qu'est-ce que ça vous a évoqué. Je vous lance un peu balle courbe comme ça. Maintenant que moi, j'ai vu ça, on s'est parlé évidemment avant le panel, mais de venir sur le terrain, de le constater, ça suscite toutes sortes d'idées, de questionnements puis d'émotions. Comment ça vous a fait réagir d'aller le voir sur le terrain? Moi, ma première réaction, quand j'avais jamais vu de HALD avant la semaine dernière, en vrai, là. Fait que là, j'ai découvert la HALD. Puis c'est le caractère gigantesque, en fait, de la chose. C'est comme si on prenait une mesure de notre place comme petit humain dans un environnement qui est démesuré, en fait. Puis là, on est devant un milieu qui est très transformé, mais c'est comme si on avait un accès direct à OK, il y a une prise de conscience, il y a une transformation, là, notre effet sur l'environnement. Puis, pour moi, ça ouvre, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça ouvre à l'action, en fait, c'est les choix, qu'est-ce qu'on va faire avec ça
pour la suite? Est-ce que c'est correct? Qu'est-ce qu'on décide de faire avec ça? Est-ce qu'on laisse ça comme ça? Je pense que c'est pas une avenue. Hein? Fait que quelle avenue on va prendre pour la suite? C'est plein de questions auxquelles j'ai pas de réponse immédiate, malheureusement. Non, de toute façon, je pense pas qu'on cherche des réponses et des recettes et des solutions toutes faites. Mais ce que j'entends de ce que vous dites, c'est ça porte à l'action, mais ça ouvre tellement de portes différentes que ça en donne presque le vertige, en quelque sorte. En tout cas, moi, c'est le sentiment un peu que j'ai eu. Yana? Moi, c'est un peu particulier parce que je suis fille de géologue. Ah bon. Donc, j'ai grandi en allant visiter, pas nécessairement des mines, mais en allant voir les affleurements sur les bords de route. Puis donc, il y a tout un... Pour moi, ça rajoute en fait aux histoires familiales de lier tout ça, et ça soulève en fait la question de comment est-ce qu'on présente ces sites-là. Et le type de regard que l'on porte. Et je vais donner un exemple très concret. Si on regarde les parcours touristiques qui sont proposés dans la région, et je pense, alors je m'éloigne un peu, je vais à Val-des-Sources, mais on regarde historiquement le discours touristique qui porte sur la technicité. Et là, de plus en plus, en fait, le discours porte sur les individus, au détriment peut-être aussi, alors au détriment, je ne veux pas être péjorative, mais on parle moins de la technicité et on met beaucoup plus d'emphase sur les gens. Et je pense que ça, c'est un vrai questionnement par rapport au regard patrimonial. Comment le mettre en valeur, sachant que selon les époques, les regards vont changer. Qu'est-ce que l'on choisit de mettre de l'avant? Et la présentation de monsieur Puce, ce matin, était également très pertinente de ce côté-là, parce que c'est finalement ce que ça représente de positif pour les uns, ça peut être quelque chose de négatif pour les autres. Donc il y a vraiment toute une réflexion qui est pas facile du tout pour voir comment mettre ça en valeur. Cette vision des fois un peu négative du patrimoine industriel, est-ce que je comprends qu'en mettant un peu plus l'accent sur l'humain, les gens qui y ont donné vie, ça pourrait même augmenter, disons, la valorisation et peut-être même l'acceptabilité sociale? Peut-être que je vais un peu loin. Ça dépend. Ça dépend. En fait, un autre exemple que je pourrais donner, si on prend le patrimoine qui est lié à la colonisation, alors on n'est pas du tout dans ce discours-là, mais le patrimoine peut aussi exclure les gens. Et donc, il y a un vrai danger, en fait, c'est difficile d'être inclusif à 100%, mais le danger, c'est d'exclure volontairement ou involontairement des gens également de cette mise en patrimonialisation. Je comprends. Marie-Chantal, à la suite de la visite? Ben moi, c'est sûr que le paysage est monumental, tout ça, mais quand même, nous, on a eu la chance d'avoir le petit tour avec monsieur le maire. Mais moi, c'est le côté humain, ça m'a vraiment beaucoup touchée, puis de voir en fait, l'histoire n'est pas la même, un peu ce que monsieur Prusse disait ce matin, l'histoire n'est pas la même pour tout le monde, je pense que c'est un enjeu, mais en même temps, c'est ça qui fait la beauté, je dirais, de l'histoire. Là, et la richesse exactement. Aussi. Quand on parle de ce genre de projet, du patrimoine industriel, de vouloir le valoriser, est-ce qu'on prend toujours en considération, en fait, parce qu'on parle beaucoup de coûts. Souvent, on va parler, ça coûte cher, c'est des coûts. Mais il y a aussi des bénéfices. Et peut-être même des fois des bénéfices un peu insoupçonnés ou qui ne sont pas assez pris en considération. Vous en pensez quoi de cet aspect-là? Bien, en fait, c'est sûr que c'est très facile de trouver des enjeux quand on parle de sauvegarde du patrimoine. Il y a les enjeux de coûts, mais on peut parler beaucoup des enjeux réglementaires. Puis, je pense que vous en vivez une situation ici beaucoup là, avec l'aspect de l'amiante, là, mais je pense qu'on peut trouver des solutions, mais nous, ce qu'on a remarqué, en fait, d'abord, c'est qu'on ne devrait pas parler juste d'argent, quand on parle de coûts. Puis, je pense que la présentation de Christian était très éloquente ce matin. Il faut être créatif, dans les solutions qu'on vient mettre en place. Mais nous, en tout cas, chez Éco-Bâtiment, ce qu'on voit, c'est que ça a une valeur environnementale. C'est que, puis on a travaillé longtemps là-dessus, on a fait des recherches scientifiques, puis on a fait des comparables, par exemple, entre des bâtiments existants qui sont rénovés, puis des bâtiments neufs avec la même fonction qui sont construits, même s'ils sont LEED or ou LEED platine. Bien, en tout cas, dans le cas des églises, rénover un bâtiment existant, c'est de 4 à 30 fois plus avantageux sur le plan environnemental d'émissions des gaz à effet de serre que la construction neuve. Fait que, on a quand même un devoir, je pense. Fait que pour moi, c'est un des plus grands bénéfices, autre que l'histoire, que les aspects sociaux et tout ça. Fait que
en tout cas, c'est notre angle qu'on ajoute à celui des autres là, qui ont été mis en place depuis très longtemps. Là. Parlons maintenant un peu d'acceptabilité sociale. C'est un terme, évidemment, qu'on entend tellement, puis même un peu parfois galvaudé. On a un peu, des fois, de difficulté à le définir aussi, chez nos politiciens. Là. C'est pas toujours clair, là, exactement c'est quoi les critères d'une acceptabilité sociale. Mais cette acceptabilité-là, quelle importance elle prend dans des projets de valorisation de patrimoine industriel? Est-ce qu'elle est vraiment essentielle pour le succès puis l'aboutissement des projets? Bien, je pense que oui. Il faut qu'il y ait une acceptabilité. Le patrimoine, c'est quelque chose, c'est une collectivité qui le choisit, qui le transmet. Donc, il faut qu'elle le choisisse et le transmette à la base. Après, acceptabilité sociale, c'est pas nécessairement un consensus. C'est difficile d'avoir un consensus dans une société qui est composée de groupes aux intérêts divers, divergents, qui s'affrontent, qui changent aussi. Tout ça est vivant. Donc, c'est intéressant, les définitions. On parle d'adhésion relative. C'est ça va être plus ou moins vrai pour certains groupes, mais c'est aussi quelque chose qui se construit. C'est un processus, l'acceptabilité sociale, c'est pas nécessairement une finalité, c'est quelque chose qu'on va construire. Puis je pense que pour l'avoir, il faut être attentif à certains éléments, certaines composantes, être inclusif. Je pense qu'on est conscient là, dans une société que tous les groupes n'ont pas le même poids politique, la même force économique ou la même capacité à articuler des points de vue, à faire valoir son point de vue. Donc, être ouvert à ça. Puis, c'est pas nécessairement facile parce que ça demande quand même de l'ouverture. Là. Aussi, être ouvert à ces différents points de vue-là. Puis, là, j'avais une idée, puis elle m'est sortie de l'idée. Ça n'arrive pas juste à moi. OK, merci. En attendant, Julie, que votre idée revienne, je ferai un lien avec ce qu'on a entendu ce matin sur Angus. L'acceptabilité sociale, c'est pas seulement de dire on a consulté les gens puis on leur a expliqué. Des fois, ça peut même être la mobilisation carrément, un outil pour l'avancement du projet. C'est pas toujours les gens, les citoyens, c'est pas nécessairement des obstacles. Ça peut même être là, ça fait un peu instrumentalisation, vous m'excuserez, mais des outils de succès. Mais en vrai, souvent, la sauvegarde du patrimoine, ça vient de la communauté. C'est les gens qui le demandent. C'est les citoyens qui appellent, qui disent « Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver tel bâtiment? » Fait que c'est plus en rendu en disant « On présente un projet, puis le promoteur veut faire 10 étages, puis on va mettre une petite œuvre d'art, puis ça va aider à faire passer le projet. » Si on n'est pas là. Est-ce que votre idée est revenue, Julie? Oui, bien, ça va dans le même sens, en fait, sur pas seulement la consultation, mais la collaboration, puis un niveau de partage d'autorité dans la prise de décision qui est un petit peu plus grand, beaucoup plus grand, à mon avis, que la consultation où on demande l'avis, puis après on prend l'avis, puis on le met un peu de côté. Là. Ça, on le sent. Là, une question de sincérité, en fait, puis d'authenticité dans les rapports, pour construire des rapports de confiance qui vont durer dans le temps, puis qui vont permettre de conserver, de préserver, puis de transmettre éventuellement ce patrimoine-là à un autre groupe ou faire d'autres choix. Puis, des fois, on a l'impression que les gens qui sont contre quelque chose parlent plus fort que des gens qui sont favorables à des projets. Jusqu'à quel point il faut prendre en considération les voix discordantes sans finalement faire dérailler les projets ou s'empêcher de faire des choses parce qu'il y a quelques personnes qui ne seront pas contentes? Comment on fait ça? Comment on concilie tout ça? Je pense qu'avec l'idée qu'on n'est pas dans une recherche de consensus absolu, on est capable d'intégrer des voix discordantes dans un projet, de montrer justement la richesse. Je pense qu'on en est tous conscients là, qu'une histoire, c'est pas un seul point de vue, c'est pas toujours raconté du point de vue des gagnants ou des plus forts. On est capable d'avoir un regard qui est un petit peu plus 360 qu'une une seule vision très tranchée. Là. Puis je pense que c'est ça qui fait la richesse, puis qui permet aux gens de se sentir entendus, éventuellement reconnus, valorisés aussi à travers ça.
Mais moi, je pense aussi en regardant avec eux la vision future, parce que, tu sais, c'est sûr que le patrimoine, c'est lourd, puis il y a toute l'histoire passée, puis il y a des enjeux. Fait que souvent, les gens qui sont un petit peu plus réfractaires, c'est qu'ils sont là, puis ils nomment les enjeux, tu sais, mais on peut en parler pendant 100 ans des enjeux, mais si on leur demande qu'est-ce que vous aimeriez faire, tu sais, dans tel bâtiment, qu'est-ce que vous verriez comme vocation, et là, ils se mettent à avoir des idées, tu sais. Fait que Ça devient plus constructif exactement. à ce moment-là. C'est canalisé de manière plus intéressante, mobilisante, puis ça peut devenir effectivement à ce moment-là quelque chose qui va propulser plutôt que bloquer. Puis ils sentent qu'ils ont contribué aussi au projet. Tu sais. Ça augmente l'adhésion en même temps. Oui, ça veut dire aussi qu'il faut s'ajuster par rapport à ce projet final. Parce que si on fait tout le processus et qu'au final, il n'y a rien qui change par rapport au plan initial, on vient perdre, comme tu disais, la confiance. Mais c'est l'importance de l'adaptabilité, de la flexibilité d'un processus vers une finalité et d'accepter que cette finalité-là ne soit pas nécessairement aussi précise que ce qui avait été initialement prévu, en fait. Je pense qu'il faut accepter l'erreur. Mais l'erreur pas monumentale, on est d'accord, mais d'accepter qu'un projet peut avoir été très bien, avoir adhéré relativement beaucoup de monde, on a fait les changements qui s'imposent, puis finalement, il y a un changement et c'est plus aussi, l'adhésion est plus aussi forte finalement. Et donc accepter qu'on puisse continuer. La vie ne s'arrête pas quand le projet est fini. Le projet continue de vivre et donc il doit aussi s'adapter, s'ajuster, être flexible. Je vais faire un autre lien avec ce qu'on a vu précédemment en conférence, mais tantôt, il y a quelqu'un qui posait la question, comment vous avez fait pour dire non sur Angus, dans le fond, quand les projets ne cadraient pas tout à fait? Puis Christian nous a parlé d'avoir une vision, mais d'être pragmatique. Dans ce cas-ci, je dirais la même vision, mais avec de la flexibilité. C'est pas le résultat final, c'est l'objectif. En fait, c'est pas la pierre finale, c'est le processus et la finalité, le projet qui reflète ce processus. Mais aussi, je pense que la clé, c'est qu'il faut que ça soit fait en amont. C'est parce que souvent, ce qu'on voit, puis il y en a beaucoup qui disent « Ah, on a fait une consultation publique », mais en fait, c'est pour présenter un projet qui est déjà arrêté. Ouais, puis là, on dit « Ah, on va intégrer quelques petits changements », mais c'est pas ça. Je pense qu'il faut faire une démarche de co-création avant de il faut changer les paradigmes de conception, en tout cas pour les architectes, là, de dire, bien, on se sert de qu'est-ce que la population ou les citoyens, la communauté ont à dire pour élaborer le projet et non l'inverse. Arriver avec un projet tout fait, puis c'est oui ou non. Essayer de le faire passer. Tu sais. La valorisation du patrimoine industriel, je dirais du patrimoine en général, ça implique de faire des choix, parce que on entend souvent quand on parle de patrimoine, si on essaie de tout sauver, bien, finalement, on ne sauve rien. Puis souvent, même pour les politiques, les élus, les administrations, qu'elles soient locales ou nationales, la gestion du patrimoine, sauver le patrimoine, valoriser le patrimoine, c'est un peu vu comme une patate chaude. Pour avoir travaillé en politique pendant plusieurs années, je pourrais vous en témoigner. Comment on fait pour faire ces choix-là? En fait, ça appartient à qui? Et comment on doit discriminer ce qu'on sauve pas, ce qu'on valorise pas? Qui veut se lancer dans cette question, ma foi, fort simple? C'est une grosse question. Bien, là, j'enlève le chapeau expert. C'est pas celui-là du tout ou spécialiste là, que je veux porter. Moi, je pense que le choix, il revient d'abord aux collectivités, aux communautés. C'est elles qui vont les porter. C'est elles qui vivent dedans. C'est elles qui les habitent. Je pense que c'est elles qui doivent choisir. Après, c'est parfois difficile de faire ces choix-là parce que ça demande... il y a comment on canalise l'information qui vient de plein d'individus, souvent, avec des attachements personnels très différents. On se pose des questions en ce moment dans d'autres projets. Comment on fait pour évaluer l'appartenance sociale ou le sentiment d'appartenance d'une société à un immeuble ou à un site? C'est pas toujours évident de développer une méthode qui permet de le saisir de façon un peu crédible, plutôt que celui-là est au répertoire du patrimoine culturel, donc il faut qu'il soit conservé. C'est un peu court comme argument, cette façon de faire-là. Moi, je pense que ça appartient d'abord aux communautés, mais elles ont besoin de ressources autour pour les aider à faire ces choix-là, pas parce qu'elles ne sont pas capables de les faire, pour guider peut-être le processus de choix.
pas leur dire quoi penser, mais les aider à réfléchir ensemble, en fait, plutôt. Dans la méthode, pour faire ces choix-là, appuyer sur... tu sais, des fois, on apprend des choses sur un bâtiment, puis son intérêt devient plus manifeste, parce que quand on ne connaît pas, c'est difficile d'aimer ou de protéger, là. Je cite Cousteau. Mais c'est la même chose, là, tu sais, on a besoin de connaître pour être capable de faire cette discrimination-là. Mesdames, est-ce qu'on a d'autres pistes de solutions pour faire des choix éclairés en matière de patrimoine? Mais en fait, moi, je dirais qu'il faut changer notre façon de le voir puis de le faire, dans le sens que, tu sais, depuis longtemps, quand on dit qu'il faut tout préserver à tout prix, mais c'est pas tous les bâtiments ou les objets patrimoniaux qui méritent, tu sais, cette attention-là vraiment extrême, puis qui augmente beaucoup les coûts aussi. Donc, tu sais, je pense qu'on doit penser au patrimoine comme quelque chose qui peut être adapté, puis qui doit contenir une vocation. Parce que là, on voit des aberrations, on voit des bâtiments qui sont restaurés parfaitement, mais qui n'ont pas d'usage, qui sont vides, tu sais, comme les nouvelles casernes à Québec, par exemple. C'est un bon exemple. Bon, moi, je trouve que c'est aberrant, tu sais, ça n'a comme pas de bon sens. Fait que commençons par les occuper, tu sais, puis par avoir puis on a accepté les adaptations. Si vous allez dans la ville de Rome, par exemple, dans certains endroits, on voit il y a 8 époques de construction. Le bâtiment, ils ont été adaptés au cours du temps, puis nous, c'est comme si c'est figé dans le temps. C'est ça aussi qui fait que personne ne veut embarquer là-dedans. Les promoteurs disent « Ah, moi, je ne touche pas à ça. » Souvent, des municipalités, ils voient ça comme quelque chose d'énorme. Je pense que ça prend un changement un peu de mentalité. Puis c'est de voir le bâtiment aussi, du coup je reviens à ma formation d'urbaniste, c'est vraiment de voir le bâtiment à l'intérieur de sa communauté. Donc oui, c'est sa vocation, mais c'est aussi son rôle rassembleur, ou alors son rôle qui n'est pas connu peut-être, ou alors dont on a perdu ou oublié le rôle. Et je reviens encore sur cette idée d'accepter qu'on puisse changer d'idée en cours de route. On n'est pas obligé de tout protéger, mais en même temps, ça ne veut pas dire que parce qu'on ne protège pas tout, on va tout détruire, par exemple. C'est de dire qu'il y a des nuances aussi dans le discours sur le patrimoine, et que ces nuances-là, il faut aussi bien les expliquer. Parce que souvent, comme tu as mentionné ta casquette d'experte, souvent on a un discours d'expert, mais on a aussi un discours de citoyen, de personnes qui vivent dans le milieu. Et on a aussi un discours de décideur, on a un discours de financier, on a toutes sortes de casquettes qui sont portées. Et c'est d'être capable de montrer, de faire parler ces différentes casquettes-là et d'accepter la pluralité, et donc de dire peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas marcher, mais on aura essayé, ou alors de dire là on ne peut pas pour l'instant, puis peut-être qu'on ne fait rien pour l'instant, mais peut-être que plus tard on fera quelque chose. Je pense que moi, ce que je retiens un peu de ce tour de table, tantôt on parlait de co-création, on parlait d'impliquer les gens plus en amont. Souvent, quand on a vu des dossiers de patrimoine qui ont explosé dans certaines communautés, c'est comme si ça arrivait comme une surprise, comme s'il y avait eu une sous-estimation de l'attachement des personnes envers certaines choses je pourrais vous parler de certaines granges en bois sur le bord de tomber, puis là, tout à coup, il y a une mobilisation autour de ça. Donc, peut-être qu'une des clés, c'est justement de prendre le temps de l'évaluer, cet attachement-là. Puis ça, quand on parle de co-création puis d'impliquer les gens, bien, ça nous protège aussi à quelque part de ces mauvaises surprises-là. Je pense à un autre exemple concret. Je reviens à Angus. J'arrête pas de faire des exemples avec Angus, mais je le connais quand même assez bien. C'est ton oncle. Je connais un peu. Mais tantôt, très rapidement, Christian nous a présenté sur une diapo le carré Saint-Laurent. Il y a eu une surprise à un moment donné parce que c'était une horreur, ce coin de rue-là. Et tout à coup, il y a eu une vague d'attachement pour le café Cléopâtre. C'est une espèce de... Je ne sais même pas comment vous le décrire, mais on s'attendait... Je pense qu'il n'y a personne qui s'attendait à ce qu'il y ait un mouvement de sympathie et d'attachement envers cette institution, que je vous invite à googler. Pas avec vos téléphones professionnels, idéalement. Donc, pour éviter les surprises... Finalement, plus tôt on implique les gens et qu'on leur demande leur opinion,
Mais en fait, ça nous protège aussi contre ces surprises-là qu'on peut avoir en termes de, tu sais, quand je vous parlais de patates chaudes politiques, mais en fait, on s'assure que nos patates ne deviennent jamais chaudes en impliquant les gens plus tôt. On arrive déjà un peu à la fin de notre discussion, puis on veut vraiment garder du temps pour des questions. On veut des questions en passant, alors commencez à les préparer tout de suite. Ludovic va passer avec son micro. En terminant un peu en mode appel à l'action, pour les gens dans la salle, si vous aviez un conseil par rapport, comme vous voulez, sur la valorisation du patrimoine industriel, vous en avez donné quand même quelques-uns. Mais pour vous, la chose la plus structurante et importante à garder en tête, ce serait quoi? Je commencerai avec vous, Julie. Moi, je penserais aux humains, aux communautés qui sont là, de juste pas les oublier pour mettre tout l'argent dans les bâtiments. Parce que c'est des humains qui les font vivre, ces sites-là, ces paysages-là. Ben, c'est des paysages humanisés, là, ils portent la trace d'humains. Fait essayons de ne pas oublier les humains dans toute leur diversité, parce que ça doit être... c'est toujours coloré, les terrains. C'est bon. Yana? Ouais, et je rajouterais justement avec cette idée des humains de la connaissance. La connaissance de ces humains, on a la connaissance des experts, mais on a la connaissance des gens. Et donc c'est recueillir ces perceptions, ces histoires vécues, et c'est pas uniquement ce sont des histoires du quotidien, mais c'est aussi des histoires de rapport avec ce territoire. Le mot de la fin, Chantal. Ben moi, je dirais de les occuper, les bâtiments. Tu sais, je reviens à la vocation, mais tu sais, moi, on a visité des bâtiments, puis j'ai vu des moisissures en 3 dimensions. Puis c'est pas des farces, là, des stalactites. C'est parce que... Ça peut devenir un musée du champignon, toutefois. Ça peut avoir une vocation scientifique. Là, je suis plus terre à terre, là, mais tu sais, ça reste que c'est du concret. Aussi, le patrimoine, c'est du construit, c'est des choses qui existent. Puis quand c'est pas occupé, ben ça se dégrade énormément. Puis là, on vient avec comment on appelle ça? J'ai oublié, là, mais du vandalisme, toutes sortes de choses, mais je pense que, tu sais, puis en plus, on voit, c'est pas parce qu'on manque de besoins dans notre société, tu sais, il manque genre 600 000 logements, il manque de terrain, il manque plein de choses. Alors donc, pourquoi on prend pas ça pour privilégier? Parce que là, ce qu'on voit, par exemple, il y a plein de villes qui vont construire un nouveau centre communautaire, puis ils ont des bâtiments vacants. Par contre, j'ai vu, selon M. le maire, que vous avez rénové la plupart de vos bâtiments vacants. Félicitations. À la municipalité. C'est l'heure des questions. Merci beaucoup, toutes les trois. Est-ce qu'on a des questions? Genre, on en veut, là. Ah, on en a une là-bas. Étienne. Ah, il est reconnu. Oui, je le connais. Il est connu et reconnu. Je le connais. Parfait. Bonjour, Étienne Binette, architecte paysagiste urbaniste pour la firme Option Aménagement. Je connais très bien Marie-Chantal. C'est une réflexion, mais une question en même temps. Moi, je suis natif de Black Lake, natif de Thetford. Donc, je connais très bien l'endroit. Puis, pour faire mon parcours, en fait, pour moi, quand j'étais jeune, c'était mon terrain de jeu. On grimpait sur les dômes, on contournait les clôtures, il y avait une petite brèche, on allait jouer. C'était mon terrain de jeu. C'était pas l'école, c'était pas le parc, c'était mon terrain de jeu d'aller jouer dans le patrimoine industriel. La notion patrimoine n'existait pas. Pour les gens d'ici, la notion de patrimoine, c'est quelque chose de relativement nouveau. Quand je suis allé à l'université, on apprend tout plein de nouvelles notions, la notion de patrimoine. J'étais en architecture de paysage à Montréal et j'ai fait mon projet terminal en 2006 sur le paysage minier. Et là, j'ai redécouvert ma région en invitant, en fait, des collègues à moi de Montréal qui, la première fois qu'ils sont venus en passant de Saint-Ferdinand vers Black Lake, le paysage minier en saison hivernale, ils ont dit « Wow, on est où? » Là, j'étais « à tête faible. » Mais dans le sens que la perception change, elle évolue en fonction, premièrement, de notre éducation, de ce qu'on a vécu. Et moi, considérant que je suis rendu un professionnel en architecture de paysage, en urbanisme, en lien avec des architectes, la notion de patrimoine, pour moi, c'est un héritage. Puis quand on a la notion d'héritage entre les mains, ça rejoint ce qu'on voit au tableau à l'écran, la notion de patrimoine industriel et la notion d'acceptabilité sociale, la notion de l'humain. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi qui chante. C'est spécial.
On débranche tout. Je peux poursuivre en chantant plus fort. Ah non, voilà. Merci. Avez-vous Donc, perdu le fil de vos idées ou ça va? héritage, je pense que j'ai fini avec ça. En fait, c'est le mot en anglais aussi pour patrimoine, c'est heritage, qui est plus juste. mais dans la notion de héritage, il y a quelque chose de vivant, de quelque chose qu'on bâtit avec le passé, mais qui est toujours projeté dans l'avenir. Puis, je rejoins aussi, il y avait la notion de territoire. Tu sais, le patrimoine, c'est pas juste un bâtiment, c'est pas juste une vitrine, un objet de collection, c'est un territoire. Puis je pense que la région de Thetford Mines est d'abord et avant tout un territoire qui a été façonné par les travailleurs. C'est un territoire qui n'existait pas. C'est un territoire qui a été façonné. Les montagnes que vous voyez grises, elles ont été façonnées par l'homme. Puis une des questions que j'ai, c'est comment intégrer la notion de patrimoine? Puis on l'a vu, dans le fond, on veut que ça soit un milieu qui soit vivant, un milieu de travailleurs qui continue à prospérer. Comment intégrer cette notion-là de patrimoine, de l'exploitation, si on veut, de l'amiante, avec le patrimoine à venir, dans cet intérêt-là de bâtir, d'intégrer des nouveaux travailleurs, des industries qui viennent s'intéresser au territoire. Ce matin, avec M. le maire, dans le fond, on parlait beaucoup là, de l'intérêt des minéraux dans les résidus miniers, dans les haldes. Il y a une certaine qualité à ces haldes-là minières qui font partie du territoire qui a été façonné. Donc, est-ce qu'on peut penser à refaçonner? Dans le fond, c'est un peu ça l'héritage. C'est un territoire qui a toujours été façonné. Est-ce qu'on peut poursuivre cette idée-là de façonner le territoire en l'orientant, en préservant peut-être certaines haldes à court, moyen terme qui pourront à leur tour être exploitées? Mais comment qu'on intègre cette notion-là de territoire vivant avec la notion de patrimoine, finalement? Liona. Alors, grande question. Premier élément. Un territoire, c'est vivant, mais le patrimoine est vivant aussi. Je pense que ce qui est important de garder en tête, c'est que le patrimoine existe parce qu'on choisit de le faire vivre. Et donc, c'est une mise en relation entre, finalement, le territoire qui a été façonné et les traces sur ce territoire façonné. La question est intéressante également dans la mesure où finalement, vu qu'on ne fiche pas le territoire, comment est-ce que ces nouveaux projets qui vont s'insérer dans ce territoire-là vont pouvoir aussi faire le trait d'union avec ce que l'on a choisi de conserver par la suite. C'est là où je vais être bien plate parce que j'ai pas la solution, mais ça fait partie de effectivement de la réflexion d'un point de vue urbanistique ou d'un point de vue de construction. On va dire, on peut peut-être utiliser le cadre réglementaire, on peut utiliser éventuellement des politiques X ou Y. Je pense que dans ce cas-ci, il faut aussi voir le patrimoine comme un des outils qui existent dans cette espèce de boîte de développement d'un territoire. Un outil comme la culture pourrait l'être, par exemple, ou même le développement économique plus classique ou standard. Donc voilà, je pense que je réponds un peu par la bande à la question, mais voilà. Peut-être juste comme ça, une idée. En patrimoine, on parle de valeurs patrimoniales qui sont associées à des biens, des objets, des paysages. Moi, une des choses qui m'a frappée quand je suis arrivée ici, c'est, oui, il y a des traces. Est-ce qu'on veut garder toutes les traces? Bon, peut-être pas. Mais ces traces-là, il n'y a pas que le matériel, elles servent surtout de témoin à une valeur qui, elle, est peut-être plus intangible. Puis, c'est des sites qui étaient voués à la transformation. Il y a un caractère créatif là-dedans. Partout où on est allé, en fait, à chaque fois, on nous montrait, bon, ça, c'est l'équipement qui avait été patenté par les ouvriers parce qu'il y avait du temps, il était créatif, il y avait les outils. Bon, ça a une valeur qui s'inscrit dans un objet, mais la valeur elle-même, elle peut transcender cet objet-là aussi, puis vivre, à mon avis, s'inscrire dans des nouveaux objets aussi. Ça permet de faire le lien entre l'ancien et le nouveau qui va surgir, mais animé par la même valeur qu'on aura identifiée, on l'espère. Bien, moi, ce qui m'a frappé tantôt, entre autres, quand on a eu
toute la visite, puis après ça, la présentation de Edifica, c'est que, tu sais, on se limite un peu à la zone, tu sais, industrielle, mais moi, c'est toute la ville, tu sais, parce que là, on parlait des, je sais pas, 460 maisons qui ont été déménagées, tu sais, il y a partout, l'histoire est là. Fait que moi, je rejoins Étienne en disant que c'est le territoire au complet, tu sais, qui devrait être inclus, oui. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a une question de Catherine. Bonjour, Catherine Bertram, donc je suis directrice de la mission bassin minier, donc j'anticipe un peu parce que demain, c'est pour vous donner envie de m'écouter demain. Non, mais que d'écho dans ce que j'entends dans le panel, parce que ce sont des questions qui sont les nôtres. Nous sommes dans donc, un des bassins industriels inscrits au patrimoine mondial, au titre de paysage culturel, évolutif, vivant. Alors tous les mots ont un poids, vous verrez demain, parce que nous, une des choses, c'était de dire, oulala, si on inscrit sur la liste du patrimoine mondial, le territoire va être sous cloche. Ça va empêcher tout. Les gens de se déplacer, de faire de l'industrie, etc., etc. Donc ça, c'est quand même un des grands défis de montrer que finalement, les bâtiments industriels peuvent accueillir des nouveaux gestes architecturaux qui sont merveilleux et magnifiques. Donc ça peut se marier parfaitement, il n'y a pas de problème. Moi, évidemment, Daniel, qui est un formidable guide, Daniel Lapointe, évidemment, moi, je suis tombée en amour. Hein. Enfin, moi, je suis une obsédée du patrimoine industriel, mais quand j'ai vu, il y a quand même le zoom et dézoomer, il y a quand même la notion de patrimoine et de paysage qui sont intimement liés. Quand vous êtes au Belvédère, comme ce matin, vous avez une lecture de paysage du présent, du passé, du présent et de l'avenir, avec aussi en faisant tomber les cloisons. Vous voyez Saint-Alphonse. Saint-Alphonse, c'est un repère, hein, c'est l'église de Saint-Alphonse. Vous voyez le Chaf à droite, vous voyez les haldes extraordinaires à côté, vous voyez ce qui va être le joyau un peu du paysage à cette échelle-là, ça va être Belle, hein, ce qui montre, je suis passionnée d'arriver à ce moment-là du projet, parce que finalement, moi je ne suis pas là pour dire du tout, on a énormément démoli hein, dans le bassin minier, je vous montrerai ça demain. Nous, les friches industrielles, ça a été une démolition, terrassement, démolition, verdissement en attente du développement économique futur. Hein, ça a été la liturgie, ce qui n'a pas été le cas forcément des camarades britanniques ou allemands, hein, qui ont aussi vécu. Et vous avez certainement eu des exemples inspirants de ce côté-là, bien sûr, de l'Europe, avec la Ruhr ou en Grande-Bretagne. Donc je ne suis pas là pour dire du tout, nous on n'a pas conservé, on a conservé assez et du représentatif à l'échelle de la planète pour être sur la liste du patrimoine mondial, sinon ce n'était pas pour nos beaux yeux. Hein. Mais en tout cas, il y a eu cette phase-là. Donc quelque part, le fait déjà que vous ayez fait l'inventaire, c'est très important, parce que quelque part, c'est un peu un capital. Là-dedans, il y a des choses que vous choisirez dans le projet, hein, économique, enfin tout ce que vous voudrez y faire. Les bâtiments, au moins, sont documentés. C'est-à-dire que même s'ils tomberont, pour la mémoire future, vous saurez ce qu'il y a eu. Hein. Après, dans le projet, il peut surgir, par exemple, si vous souhaitez, tiens, le bâtiment où étaient les gobeuses, hein, c'est un petit bâtiment qui n'a pas l'air extraordinaire, mais si dans le projet, il y aura un élément que vous trouverez du sens de garder cela, bah vous le garderez. Nous, en tout cas, notre liturgie, c'est de dire que chez nous, il n'y a pas le choix. Le patrimoine industriel doit trouver de nouveaux usages, sinon il est par terre. Hein, alors là, on n'a que ça, c'est-à-dire qu'il faut trouver de nouveaux usages. Et je peux vous dire que nous, on fait même la réutilisation pour d'autres vocations de chapelles et d'églises, ou d'ouvrages ou de presbytères, parce qu'il y a moins de clients, hein, pardon, il y a moins de croyants. Ça dépend des pays, ça. Ça dépend des communautés. Hein, ça dépend des communautés. Donc chez nous, on l'usine hein, quasiment de pouvoir trouver d'autres usages, et il y en a. Hein. Donc moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le travail avec les enfants, la médiation scolaire. Ça fait parler aussi les parents, les grands-parents. C'est aussi qu'est-ce qu'on raconte aux nouveaux habitants. Hein. Vous n'êtes pas sur une île, vous êtes en demande de main-d'œuvre, il va y avoir des gens qui viennent travailler dans vos parcs industriels, qui vont venir travailler là. Ils n'arrivent pas dans un territoire totalement anodin. Hein. Vous êtes sur Mars par moment ici chez vous. J'adore ça. Hein, le couloir des Haldes là, avec ce gris vert qui devient
extraordinaire avec la luminosité. Hein, c'est comme nous, c'est l'anthracite. Hein. Alors nous, c'est pas du gris au vert, c'est du noir au vert, parce qu'on est du charbon, nous. Hein. On est charbon total, mono-industrie. Donc, quelque part, il y a le travail de médiation avec les scolaires, il y a le travail aussi avec le biais de l'artiste et du photographe. Je sais que c'est peut-être un cliché que les Québécois adorent les festivals, et peut-être que vous en faites beaucoup. Mais il y a quelque chose à inventer, la médiation de l'artiste, du photographe, pour les changements de regard et de multiplier les regards. C'est quelque chose aussi qui peut faire du lien entre les communautés, anciennes et futures, les gens qui vont un peu moins bien socialement aussi. Enfin, il y a... Voilà. Parce que quelque part, la maison des mines, c'est la maison du quotidien. Les gens leur disent, c'est du patrimoine votre truc. Ah bon? C'est ma maison. Donc la patrimonialisation, qui est un mot compliqué, elle dit bien ce que c'est. Chez nous, ce temps est tellement court. Hein, et donc aussi, on a la même chose que vous. En plus, dans la vieille Europe, une église ou un château, c'est quand même mieux. Hein. C'est quand même vachement mieux que du patrimoine industriel, quoi. Donc pour gagner des lettres de noblesse et aussi cette notion de paysage industriel, c'est vraiment ça où on peut... J'aime beaucoup les notions de croisement de regard. Et il faut aussi que les sociologues, les chercheurs, il y ait des travaux menés là-dessus. Je pense que c'est très important. Et surtout que le patrimoine, ce n'est pas résumé à la mémoire. Ça, je pense que c'est important aussi. Ça fait partie du mouvement, mais c'est pas que de la mémoire. Hein. Ça doit aussi être... Parce que, et dernière chose, nous, on a des bâtiments industriels qui sont... il y en a aussi d'autres, hein, qui sont classés monuments historiques. Normalement, c'est l'État qui dit « j'arrête le bras, on conserve ». S'il n'y a pas de maîtrise d'ouvrage, s'il n'y a pas de financement, s'il n'y a pas de projet, s'il n'y a pas un affect social vis-à-vis du bâtiment, nous, on a des bâtiments classés monuments historiques qui tombent en ruine. Donc ça, c'est aussi une grande leçon. Donc quelque part, vous avez en main du capital, il ne faut pas les voir comme des merdes, les bâtiments. Il y en a qui sont tellement abîmés pour rien faire, ça demandera peut-être trop d'argent, etc., etc. J'en sais rien. Mais en tout cas, vous avez quand même une notion de capital social, humain, culturel. Il faut le voir comme tel, même si ça a l'air d'être un truc de métal comme ça. Mais comme vous avez vu, là, c'est KB3, c'est ça? Non? C'est comment ça s'appelle le musée, là? KB3. Bon, je ne dis pas qu'il faut en faire, vous avez déjà un musée. Vous avez déjà un musée. La tentation, c'est le musée. Hein. Ça rassure les élus, ça rassure tout le monde. On fait un musée. Schlagbouf, c'est fait. Donc là, vous avez déjà un musée. Donc, il va falloir inventer quelque chose. Mais en tout cas, vous êtes à un bon moment. Hein. Et c'est surtout aussi trouver les noms aussi. Hein. Alors moi, je vois Thetford, monsieur le maire, je ne sais pas où vous êtes. Il est parti. Ah, je leur dirai ce soir. C'est Thetford ou c'est Thetford Mines, le nom de la ville? C'est ma question. Parce que sur Google, c'est Thetford Mines. Mais sur le logo, c'est Thetford. Alors je vous dis ça comme ça. Parce que nous, pendant des années, on s'est tapé l'appellation de l'ex-bassin minier. C'est un territoire qui n'existait plus. Hein, c'est comme dans la vie, quand on parle de son ex, c'est moins bien. Ou c'est une page qu'on a tournée dans sa vie. Mais en tout cas, trouver des noms, les noms sont importants, le lexique, la terminologie, tout ceci est important aussi à avoir. Parce qu'on peut venir de la mine, passer du gris au vert, nous, on a beaucoup rasé, on a beaucoup fait, et ça je ne le nie pas, parce que c'est chez nous, c'est comme ça. Mais en tout cas, on a cette notion d'héritage que j'aime bien, qu'on fait nôtre aussi, parce que dans l'héritage, il y a aussi le côté positif, et qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Merci, Catherine. Beaucoup de choses là-dedans. Je pense qu'on pourrait en parler de tous ces volets-là pendant plein de minutes. Avant qu'on prenne une autre question, et je veux vous poser une question à propos de ce qu'elle a dit, il faudrait que vous me disiez, il est quelle heure, quelqu'un? Il est 2h30. On n'aura pas le temps de prendre une autre question. Puis je peux même pas vous faire réagir sur ce qu'a dit Catherine, mais on continue la discussion. On va prendre quelques minutes de pause ultra rapido. Puis je vous laisse discuter si vous avez d'autres questions avec nos panélistes. Merci beaucoup, mesdames. Bravo. Merci à vous.